Merci de nous accueillir dans ces locaux et franchement, je pense qu'on a une coopération un peu exemplaire avec l'AIRF, le président Wauquiez, et je salue Yvan de Dessus-le-Moustier et les services de la région, avec lequel je pense qu'on a une coopération ancienne. Mesdames et messieurs, il y a tellement de personnalités, il y a tellement d'entre vous qui ont le rang de ministre, le rang de président, donc je vous salue tous. Excusez-moi si je fais un impair diplomatique, enfin j'espère pas, parce qu'on a quand même beaucoup de délégations au pays. Je remercie les gens qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir, de Centrafrique par exemple, d'être là, de Guinée, de Tunisie, de Madagascar, Madame la Présidente de la Chambre de commerce, merci d'être présent aujourd'hui. Je vais en oublier à tous les coups. Bien sûr, le Bénin, puisqu'on a une très forte délégation béninoise aujourd'hui, donc merci au Bénin. Donc j'ai cité la Tunisie, je vais encore, on a aussi le Congo, le Cameroun. Bon, je ne peux pas tous vous citer. C'est bien, je vois que... Je suis désolé, je ne vais pas tous vous citer parce que vous êtes un peu trop nombreux. En tout cas, merci encore de votre mobilisation. Je voulais vérifier aussi, parce qu'ils doivent être là, mais je ne les vois pas, mais remercier un certain nombre de nos grands partenaires, parce que sans ça, il n'y aurait pas de manifestation. Hein, donc RSM, NR6, la Fondation du droit continental, Bird & Bird, la Fondation Van Guillaume, Enabel, l'AFD, BGFI Bank. Merci à tous d'être là. Pour nous accueillir, je vais laisser la parole au président Pankouk qui a la gentillesse de nous accueillir ici. Président, la parole est à vous. Et où est le président? Ah, il est là. Madame la secrétaire générale de la francophonie, chère Louise, bienvenue dans cet hémicycle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur le ministre, cher Tiani, bienvenue dans cette maison, eu égard à les missions particulières que vous portez et qui ont ici un honneur tout particulier. Cher Laurent Wauquiez, président de l'AIRF, qui va nous rejoindre dans un instant, merci d'être ici et de tenir précisément ces travaux de l'AIRF, à la fois cette conférence économique, mais aussi les travaux statutaires d'Assemblée générale et de bureau dans notre hémicycle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, dans la diversité des destinations qui vous accrochent, soyez toutes et tous très chaleureusement bienvenus dans notre hémicycle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous me remerciez il y a quelques instants. Je dois vous dire que c'est en réalité un véritable honneur que de vous recevoir ici, comme nous avons eu avec Philippe Meunier, vice-président en charge des relations internationales, mais notamment de la francophonie, le plaisir de partager avec vous hier ce moment de convivialité. Moi, je suis très heureux de saluer en réalité la famille de la francophonie qui se réunit ici aujourd'hui. Il y a une véritable symbolique parce que vous êtes particulièrement nombreux, pas moins de 265, qui représentez et composez les délégations qui vont permettre à la fois d'animer l'ensemble des travaux, d'enrichir le travail constant que nous devons à l'endroit de la francophonie et permettre de tracer plus loin encore les chemins sur lesquels, à l'évidence, nous trouvons un élan commun. Je le dis dans ce moment sans doute particulier de notre histoire où nous avons constaté qu'il y a une envie de francophonie et que nous devons ensemble nous obliger de trouver les conditions selon lesquelles il est possible d'y répondre,
de la meilleure des manières pour la francophonie et évidemment pour l'ensemble des peuples qui se retrouvent dans cette dynamique commune qui est précisément celle qui nous anime. J'ai envie de dire, cher Abdelkader, quel meilleur endroit pour tenir les travaux ici de l'AIRF. Quel meilleur endroit parce que si l'histoire remonte évidemment à 2002, nous savons combien il y a eu un engagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, combien il y a eu un engagement de Laurent Wauquiez pour permettre de donner les trajectoires plus contemporaines et celles qui permettent aujourd'hui de constater la place de l'AIRF. 14 pays, 180 collectivités engagées. C'est dire, Madame la Secrétaire Générale à la Francophonie, si cet événement est d'ampleur et de ce qu'il emporte avec lui tous ceux qui se reconnaissent dans la dynamique que vous portez, que nous portons ici collectivement. Il y a eu du chemin parcouru, que de chemin parcouru, en élargissant, en complétant, en rapprochant aussi les messages et les peuples. Je crois que c'est ce qui nous honore particulièrement. La singularité de l'AIRF, c'est aussi de mettre en évidence la dimension régionale. Évidemment que dans la mission, dans le poste qui est le mien, j'y accorde une sensibilité toute particulière. À la fois sur la dimension institutionnelle de ce que l'aménagement du territoire consacre aujourd'hui à la place des régions, en France naturellement, mais dans l'ensemble des territoires que vous représentez. On voit la dynamique qu'il y a de segmentation de ces grands territoires, de ces États autour du fait régional. Ce qui vaut évidemment aussi sur la dimension des compétences. Nous en savons ici quelque chose depuis 2015. Vous en savez toutes et tous quelque chose de ce que vous avez, de votre propre expérience, vécu avec l'organisation de vos propres territoires. Les régions sont en réalité un moteur de la francophonie qui, là aussi, nous oblige de ce que nous devons porter pour l'avenir. J'évoquais la question des compétences, et c'est heureux, parce qu'en réalité, nous avons, ici, dans cet hémicycle, cette compétence de l'économie, et c'est aussi précisément ce qui nous rassemble ici ce matin. Je l'ai évoqué hier, mais je me vois invité à le faire à nouveau, parler finalement de l'évolution des peuples, de la place de la jeunesse, parce que qu'est-ce que serait finalement votre engagement, nos travaux, si nous n'étions pas ici au service de la jeunesse? Et je veux faire référence, chère Anne-Louise, de ce que nous avons vécu ces jours derniers. Nous y étions encore il y a 24 heures, en Arménie, à Erevan en particulier, lorsque je vous parle de la jeunesse, parce que je veux vous parler de l'Université française d'Arménie, où j'ai pu constater un élan de francophonie. J'ai pu constater une gourmandise de francophonie de ces jeunes qui, dans le choix de leurs apprentissages, ont mis la francophonie comme un point essentiel, comme un lieu pivot qui leur permet de venir convoquer l'ensemble des sujets qui vont être au cœur de leurs apprentissages et dans la dynamique, dans la trajectoire de leur vie d'adulte, de la manière, je l'ai dit comme ça hier, avec laquelle ils s'engagent à préparer l'Arménie de demain. Je crois que cet exemple, même s'il est isolé, mais comme il est sous son drapeau, je peux me le permettre, même s'il est isolé, il est une belle symbolique de ce qui nous rassemble ici et de ce qui va animer vos travaux. Cette jeunesse, celle que l'on forme, celle qu'on emmène vers la francophonie, c'est celle aussi à qui nous devons dire que cette francophonie est un socle de stabilité. On y attache toutes et tous une importance particulière, de pouvoir se dire que de par le monde, dans un contexte évidemment territorial, géopolitique particulièrement bousculé, fragmenté, exposé aussi, il y a cette famille qui sait se consolider autour de ce trait d'union commun
qu'est la francophonie. Je le vois comme une forme de stabilité qui nous permet de nous reconnaître, qui nous permet de nous retrouver, qui nous permet de nous associer pour faire face tout simplement aux défis du temps et de considérer que ce socle-là, celui que vous construisez par votre action au quotidien, c'est celui qui nous permet de regarder aussi l'avenir avec plus de sérénité. Cette jeunesse, dès lors qu'elle sera formée, qu'on lui aura donné la confiance par la stabilité, à l'évidence, il faut l'emmener vers l'économie. Et nous devons être tournés sur ces principes de croissance, sur cette capacité que nous avons à trouver dans chacun de nos territoires, cette économie, ces vecteurs d'activité, ces gisements de croissance qui nous permettent, pour les uns, d'aller chercher le progrès, pour d'autres, de consolider les développements qui sont attendus sur les territoires. Là encore, voilà une dimension, si elle peut apparaître froide au premier abord, qui est en réalité empreinte d'une très grande humanité de ce qu'elle va permettre à l'ensemble des peuples de s'épanouir et de se développer sur leur propre territoire. Alors évidemment, dans cet hémicycle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lorsque nous parlons d'économie, cela veut dire quelque chose. Parce que nous sommes la première région industrielle de France. Parce que nous sommes la région de l'énergie, autour de l'hydroélectricité, très ancienne sur nos territoires, autour du nucléaire, sur lequel nous avons des développements importants, autour de l'hydrogène, où nous sommes à l'évidence des précurseurs, ce qui doit en réalité inspirer la capacité que nous avons à développer de partout avec cette grande famille de la francophonie. Nous ne le faisons évidemment pas seuls. Évidemment que les conseillers du commerce extérieur occupent une place particulière. Évidemment que notre agence de développement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises occupe une place particulière. Évidemment que la transversalité de la direction de l'économie dans cette maison est à l'écoute et avec un regard affûté de ce qui peut se passer de partout, chez nos cousins, chez nos voisins, chez nos frères des pays francophones. Cette région Auvergne-Rhône-Alpes a cette volonté d'être tournée vers la francophonie économique. Et nous le déclinons au quotidien, à la fois avec des événements tels que ceux que nous organisons aujourd'hui, qui nous honorent et qui permettent de mettre en évidence l'engagement qui est le nôtre au service de l'AIRF, bien sûr, mais de l'ensemble de ces dynamiques de manière plus globale. C'est aussi, par notre action, l'appui que nous apportons aux grands opérateurs qui sont également à l'écoute et prêts à s'engager aux côtés de chacune et de chacun. C'est enfin cette coopération francophone que nous déployons, et je les ai cités tous hier, ces territoires sur lesquels nous avons noué ces coopérations qui nous permettent de préparer, de regarder là aussi l'avenir dans un même regard et dans un même élan. Nous avons sans doute un véritable succès, Madame la Secrétaire Générale à la Francophonie aujourd'hui. D'abord, de ce que vous honorez par votre présence et qui vient conjuguer ici une mobilisation des acteurs remarquable. Mais c'est aussi vrai sur la dimension économique, où plus de 700 entreprises sont à l'écoute des travaux que vous allez mener ici ce matin. C'est un gisement absolument extraordinaire, à la fois d'entreprises, bien sûr françaises, et je l'espère, d'Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, mais francophones pour la totalité, ce qui est là encore une belle manière de se réunir. Je veux, en concluant cette brève intervention, vous dire évidemment la grande fierté que j'ai de vous recevoir ici aujourd'hui. La grande fierté aussi de constater le chemin parcouru avec Laurent Wauquiez. Et j'ai la chance d'en disposer à mes côtés comme conseiller spécial, bien sûr, mais comme président de l'AIRF, ce qui vous donne ici une connexion toute particulière. Je nourris l'espoir des années qui sont devant nous et qui permettront, sur cette ère particulièrement dynamique, de poursuivre, d'amplifier, à la fois par le truchement des régions et de ce que l'AIRF porte dans son ADN, mais aussi
Madame la secrétaire générale, de ce que nous devons regarder ensemble avec l'OIF, où je ne doute pas que l'AIRF occupe, peut occuper et occupera une place de choix. Je vous souhaite de bons travaux. Merci, Monsieur le Président. On va pouvoir passer au débat qui va se structurer en trois parties. D'abord une première partie avec Monsieur le Ministre et avec Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie. Et on va être sous forme, bien sûr, de débat, vous l'avez compris. Et ensuite avec des témoignages de chefs d'entreprise ou de corps constitués, un peu comme on le dit, pour essayer d'illustrer un peu ce débat sur nos défis, en fait, sont-ils convergents dans ce monde, de ce grand monde francophone dont on vient de parler. Madame la secrétaire générale, Monsieur le ministre, si vous voulez bien venir à mes côtés. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu accepter. Votre présence, bien sûr, a un peu formaté le débat autour de la francophonie et en fait, c'est une très bonne chose parce que finalement, notamment vis-à-vis de l'Afrique, nous qui avons parcouru 13 pays d'Afrique avant de revenir en France, parce que ça fait 10 ans qu'on n'était pas revenu en France, ça permet quand même de célébrer une chose et de rassembler des tas de nationalités qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Donc, merci en tout cas de votre présence. Alors, on est dans un contexte géopolitique quand même franchement assez compliqué, hein, parce que là, ça part un peu dans tous les sens. On a l'impression d'avoir un monde qui est bipolaire entre des États-Unis, encore la déclaration de Donald Trump qui a interdit à un certain nombre de nationalités de rentrer ce matin ou cette nuit. Ça nous pose des questions. Madame la secrétaire générale, comment vous voyez les choses et en quoi la francophonie peut avoir une sphère d'influence finalement là-dedans? Votre micro, pardon. Je voudrais tout d'abord encore une fois remercier l'AIRF de m'avoir invité, de m'avoir permis de passer ce moment d'apprentissage, d'information et de partage avec un monde francophone que je ne vois pas très souvent. Donc, merci beaucoup. Et ensuite, pour dire et répondre un petit peu à ce que le président a dit tout à l'heure, les territoires sont une partie importante de notre francophonie. À la fois la francophonie économique, mais aussi la francophonie politique et la francophonie culturelle. Et donc, ce monde en turbulence a besoin de toutes les forces. Le monde francophone, en tout cas, qui comprend beaucoup d'acteurs, beaucoup de réseaux, beaucoup d'institutions, et est un monde que personnellement j'aimerais inclusif, ouvert et qui valorise tous les acteurs qui sont capables d'apporter des solutions. Alors, la francophonie, d'abord, est une très belle organisation. Et c'est une organisation qui, pour moi, aujourd'hui, a beaucoup plus de pertinence, même que quand elle a été créée en 1970. Pourquoi? Parce que, justement, nous vivons une période de la vie internationale, multilatérale, où on a besoin de créer des synergies, de coopérer, même le simple fait de vivre ensemble. Nous sommes aujourd'hui, je ne veux pas révéler les chiffres qui sortiront avec le rapport sur la langue française dans le monde l'année prochaine,
Mais nous sommes, en tout cas, aujourd'hui, plus de 321 millions, 715 millions estimés pour l'année 2030. Nous avons aujourd'hui 93 États et gouvernements qui sont membres de notre organisation, le deuxième bloc le plus important en nombre après l'Organisation des Nations Unies. Et donc, nous avons la force de frappe, nous avons le poids, nous avons des atouts culturels, nous avons notre langue qui est un atout formidable pour pouvoir justement contribuer au monde que nous recherchons. Est-ce que vous voulez dire en fait aussi que la francophonie porte des valeurs que les autres n'ont peut-être pas, ou qu'il y a des valeurs spécifiques à la francophonie? On parlait d'inclusivité il y a quelques minutes. Oui, je ne veux pas verser dans le chauvinisme, mais quand même, moi qui suis multilingue et qui vient d'un pays qui a 4 langues officielles, je dois dire que la langue française en elle-même porte une certaine complicité, un certain rapprochement entre des personnes qui parlent cette langue, ce qui permet de faire avancer les choses. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie professionnelle en anglais, mais j'ai toujours recherché les francophones dans les sphères internationales. Nous avons toujours voulu créer un certain consensus en tant que francophone, même avant que je ne sois secrétaire générale de la francophonie. Donc ma réponse, humblement, c'est oui. La francophonie a une certaine... On a en fait le sentiment d'être en famille en francophonie. Et je dois vous dire, puisque vous venez du monde entier, 14 pays, pour nous, quand nous évoluons dans le monde internationalisé, nous sentons toujours que nos États, nos partenaires francophones réservent une grande sympathie pour notre organisation. Nous sommes toujours l'organisation qui est la bienvenue comparée à d'autres. Et donc là, je ne vais pas... Très bien. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, si vous voulez bien prendre un micro. Bon, d'abord, je suis ravi de vous accueillir. Alors, j'ai un peu la même question, en fait, hein, parce qu'on sort du sommet de Villers-Cotterêts qui était il y a pas très longtemps, hein, qui était il y a quelques mois, et sur lequel il y a déjà eu une démonstration de force, finalement, aussi de l'aspect des défis de la francophonie économique. Vous, ça vous fait pas peur quand même, tous ces bouleversements? On n'est pas un peu isolés, nous, là-dedans? Tout d'abord, permettez-moi de dire à quel point je suis heureux de retrouver ici la famille francophone après effectivement ce sommet de Villers-Cotterêts et de Paris très réussi en octobre dernier. Je suis extrêmement heureux de retrouver ici Madame la secrétaire générale avec laquelle nous travaillons beaucoup en commun et de voir à quel point il y a cette belle participation, cette belle affluence dans cette salle. Je tiens moi aussi à remercier chaleureusement l'ARF et puis nos hôtes qui nous accueillent ici, le président cher Fabrice. Merci beaucoup de votre accueil. Ça fait énormément plaisir dans le monde fracturé que nous constatons aujourd'hui, de se retrouver ici dans une ambiance chaleureuse en famille. Pour la francophonie, c'est une opportunité à saisir. Ce monde dans lequel nous assistons à des replis sur soi, à des replis identitaires, plus que jamais dans cet espace francophone, nous devons être convaincus, nous devons passer le message que, au contraire, l'heure est au rassemblement. Et quelle belle matière que la matière économique, en plus de cette belle langue qui nous réunit,
une langue, mais la francophonie promeut le multilinguisme, c'est-à-dire que les autres langues ont aussi droit de citer. Et à ce titre, j'évoquais tout à l'heure le sommet de Villers-Cotterêts, à l'issue duquel le président Macron a annoncé 16 livrables, 16 engagements. Parmi ces engagements, Altedict, qui est ce consortium qui va permettre de nourrir une intelligence artificielle en français pour permettre le passage des autres langues au français et du français aux autres langues. Donc c'est une opportunité que nous avons à saisir. La francophonie, ce sont ces valeurs dont, chère Louise, vous venez de parler. Et il faut se souvenir que parmi toutes les avancées qu'il y a eu à l'occasion de ce sommet de Villers-Cotterêts, nous avons eu une déclaration de solidarité à l'égard du Liban qui a été signée par la totalité des 93 membres de la francophonie. Solidarité, échanges économiques. Le thème du sommet de Villers-Cotterêts, c'était créer, innover et entreprendre en français. Et nous ne nous sommes pas contentés de citer des slogans, mais par exemple, la plateforme Francotech, que nous avons pris la décision ensemble avec Madame la secrétaire générale de pérenniser tout le long de l'année avant le passage à témoin au Cambodge en 2026. Et l'un de ces exemples qui montre que nous avons énormément à faire dans cet espace francophone qui va devoir affronter le défi de passer de 321 millions de locuteurs à 750 millions. Il faut accompagner tout ça et pour l'accompagner, nous allons bientôt inaugurer le Collège international de la langue française à Villers-Cotterêts, qui sera un dispositif pour former des cadres, des enseignants, des traducteurs, plein de dispositifs que nous devons mettre à profit pour continuer à promouvoir notre belle francophonie. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, en préparant, c'est vrai que j'ai une vision de la francophonie qui n'est pas forcément économique, je vous le dis la vérité, hein, parce que en fait, c'est pas l'action première, parce qu'on parle beaucoup de la langue, on parle beaucoup de la culture. Qu'est-ce que concrètement, Madame la secrétaire générale, vous faites, vous, sur la francophonie économique? Économique. Hein. C'est vrai que la francophonie, à ses origines, était plutôt une organisation à caractère linguistique et culturel. Mais c'est une organisation qui a évolué au cours des années pour devenir une organisation intergouvernementale qui répond aux besoins et aux demandes de coopération des États. Alors, je saisis ce papier parce que je vais vous donner quelques chiffres. Donc, pour vous répondre, à l'origine, oui, la francophonie était plutôt, encore une fois, une organisation culturelle, linguistique, mais l'identité de l'organisation a changé, s'est enrichie. Et je crois que c'est important de dire que d'abord, la francophonie économique est vraiment en demande à travers le monde francophone. Mais j'ai rassemblé quelques statistiques ici pour illustrer à quel point l'aspect économique est vraiment très, très important. Alors... tout d'abord parce que la langue française est d'abord cette langue qui permet aussi des échanges économiques. Je vous dis par exemple que nos pays membres de l'Asie-Pacifique, le Cambodge, qui est un pays fondateur de l'organisation, et le Vietnam en particulier, sont des pays qui m'ont spécifiquement demandé de créer des liens économiques avec l'Afrique.
et que des membres tels que le Québec, c'est aussi un gouvernement membre qui recherche des liens économiques dans d'autres régions de l'espace francophone. Alors, le rôle de l'OIF, en particulier, qui est l'exécutif de la francophonie, sur le plan économique, c'est plutôt un rôle de catalyseur, de facilitateur, de rassembleur. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons commencé depuis 2020, avec un petit peu de retard à cause du confinement, à rassembler des régions francophones à travers des acteurs économiques. Nous avons, dès que le confinement a été levé, amené autour de 350 entreprises francophones au Vietnam, au Cambodge, missions économiques, en fait. Des missions économiques, mais encore une fois, comme le disait le ministre, pas juste pour découvrir des régions francophones, pour faire un peu de tourisme, mais avec des contrats signés entre entreprises, par exemple, des contrats signés entre des acteurs économiques du Bénin, du Burkina. La prochaine est au Bénin, hein, c'est ça, votre prochaine mission? La prochaine est au Bénin dans 2 petites semaines. Dans 2 semaines. On sera à Cotonou du 17 au 19 juin. Décidément, le Bénin est à l'honneur de partout. Économique. Et je dois vous dire, par exemple, pour cette mission économique au Bénin, quand nous avons lancé les demandes, les candidatures pour cette mission économique au Bénin, nous avons eu très très vite, nous avons été débordés par les demandes. Nous avons dû bien évidemment arrêter à un certain niveau. Quand vous lancez une mission économique et commerciale et que vous avez en l'espace de 3 semaines à peu près 1000 demandes, c'est que cette francophonie économique est vraiment en demande. Alors, je dois signaler aussi que l'OIF en particulier, à travers ses représentations, nous en avons 13 dans le monde, est équipé pour, sur le terrain, pouvoir évaluer les demandes économiques. Nous contribuons beaucoup à la formation de la jeunesse pour l'emploi, qui est vous allez voir, on a des entreprises qui sont dans la formation et qui contribuent aussi à tout ça. Merci, Madame la Secrétaire Générale. On peut pas parler... Excusez-moi, hein, oui. Je n'ai pas cité les chiffres que je voulais vous donner. Donc, 20% du commerce mondial des marchandises, c'est pas rien, et 16,6% du produit intérieur brut mondial. Donc, cette francophonie économique est une réalité. On pèse. Quand on parle d'économie, on parle aussi de droit, parce que c'est quand même un point qui est important. Monsieur le ministre, alors, il me semble que vous étiez, il n'y a pas si longtemps, avocat, hein, c'est bien ça. Donc, c'est un sujet que... Alors, je suis content qu'on parle de ça, parce qu'en plus, dans les sponsors de la manifestation, on travaille depuis assez longue date avec la Fondation du droit continental. Et c'est vrai que il me semble qu'il y a une unicité de droit dans la francophonie. Vous ne croyez pas si bien dire. Effectivement, partant des chiffres que vient de rappeler Madame la secrétaire générale, 16% du PIB mondial, notamment 20% du commerce des marchandises, nous occupons, la francophonie occupe d'ores et déjà une place notable dans les échanges économiques du monde. Et c'est un véritable espace d'opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dans cet espace, le droit a un rôle majeur à jouer. Alors il y a d'ores et déjà beaucoup de choses intéressantes qui se font, qui sont en train d'être faites. Mais je repars toujours de ce constat du monde en ébullition dans lequel nous vivons, et pour davantage l'apaiser, pour ramener de la stabilité, quoi de mieux que le droit. Et effectivement,
le droit a un rôle central et peut avoir un rôle de plus en plus important dans l'espace francophone parce qu'il est celui qui garantit les droits des citoyennes et des citoyens. Et à ce titre, j'aimerais rappeler une initiative de l'OIF, l'enregistrement universel des naissances à l'état civil, programme phare de l'OIF, conduite sous l'égide de Madame la secrétaire générale, et qui permet cette stabilisation, qui permet de partir sur de bonnes bases. Il faut que ce droit s'adapte aux mutations économiques, aux mutations de tout genre, et notamment les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Pour l'instant, je ne dirais pas que c'est la jungle en matière d'intelligence artificielle, mais nous n'en sommes pas loin. Et c'est là où la valeur ajoutée de la francophonie peut être décisive, parce que jusqu'à présent, les intelligences artificielles dont nous entendons parler, ce sont celles des GAFAM, avec une seule langue. Moi, je pense que se baser sur cette seule langue uniformisée, ça appauvrit les choses, et au contraire, dans la mesure où dans cet espace francophone, nous promouvons le multilinguisme, le multiculturalisme, nous avons un défi d'aborder ces nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, dans l'espace francophone, en y apportant de l'éthique. C'était dans ce sens, là aussi, que l'appel de Villers-Cotterêts avait été fait. Parmi les choses qui se font d'ores et déjà, l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle, j'aurai l'honneur de les accueillir bientôt pour signer une entente avec la conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones. Et puis, je nous donne rendez-vous à Brazzaville en fin de mois. Nous serons ensemble, Madame la secrétaire générale, pour là aussi un événement très important en matière économique, notamment co-organisé avec l'Alliance des patronats francophones. Merci à tous les deux. Merci de votre présence. Nous allons maintenant écouter des chefs d'entreprise. Je vous demande si vous voulez bien de venir. Et je demande à Lionel Zinzou, à Christophe Eken, à Tarak Chérif, à Isabelle Emonetti de bien vouloir venir. Alors on a perdu... Assieds-toi, je t'en prie. Tu te mets juste à côté de Lionel. Tarak, il est là. J'ai perdu Christophe Eken. Ah. Merci. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Non, vous mettez juste à côté de Lionel, ça sera bien. Et Tarak ? Ah, mais Tarak fait des civilités. Bon, il viendra s'asseoir juste après moi. Bon, Lionel, je suis vraiment content de t'accueillir. Parce que, d'abord, on a une histoire entre nous, parce que tu as un peu un espèce de congéniteur des rencontres africaines. Il marche tout seul, normalement. Tu es un congéniteur des rencontres africaines, puisque la première édition, tu l'as un peu créée avec nous. Et c'est la première fois qu'on revient en France, parce qu'après, on n'a fait que en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, là, depuis 10 ans, entre la France et l'Afrique? Ah. Bonjour à tous, Madame la secrétaire générale, toujours d'enchantement de vous retrouver. Mesdames, Messieurs les ministres, les ambassadeurs, les présidents et tous distingués invités, je suis extrêmement heureux. Et ma réponse à ta question, Marc, est peut-être un tout petit peu plus optimiste que la moyenne. Je pense que dans les 10 dernières années, les relations
économiques entre la France et l'Afrique se sont raffermis, amplifiés et diversifiés. Je pense qu'il y a une espèce de désenchantement, de déni en fait de cette évolution qui est très forte dans les médias, qui est très forte au fond dans l'opinion publique, à la fois en Afrique et en France. En Afrique, avec l'idée, en rejetant la France politiquement, économiquement, on s'affranchit de liens qui nous ont affaiblis historiquement. Et en France, une espèce de morosité fondamentale sur le thème « Nous sommes rejetés de tous ». Alors évidemment, les faits n'ont rien à voir avec ces croyances. Bon, vous connaissez la formule de Marcel Proust. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où existent nos croyances. Alors nos croyances, c'est ça, et elles sont franchement pessimistes. Alors heureusement, il y a le discours de l'OIF et de Madame le secrétaire général pour dire « Mais non, écoutez, regardez, dans la famille francophone, ça progresse, on était simplement culturel, et maintenant on est économique, numérique, et puis de toute façon, le culturel, ça crée beaucoup d'emplois aussi, donc au fond, tout ça va dans le même sens. Bon, de temps en temps, il y a quelques discours positifs, mais ils sont très faibles, pour une raison simple. C'est que la géographie des intérêts français déterminants, c'est le Maghreb et toute une série de pays non francophones. C'est-à-dire que ça se passe en Égypte, au Nigeria, en Angola, en Afrique du Sud, qui ne sont pas des pays francophones. Les gens qui achètent à la France des porte-hélicoptères amphibies et des Rafales, ça n'est pas le Bénin, je le regrette. Monsieur le Premier ministre. Notamment, nous avons ici une grande délégation béninoise. Quelques porte-avions. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais il se trouve que c'est l'Égypte et pas nos pays francophones. Pour des raisons très simples, c'est que le PIB de l'Égypte, c'est 350 milliards de dollars et celui du Bénin, c'est 20. Et les pays du Sahel ont des régimes qui ont des relations complexes avec la France, globalement, qui n'ont pas été extrêmement positives dans les 10 dernières années. Bon. Mais il se trouve que les pays de l'AES ont un PIB à 3 sensiblement inférieur à celui de la Côte d'Ivoire. Ne nous y trompons pas. Oui. Juste, je vais vous donner 2 chiffres. Le Nigeria est un pays avec lequel la France fait importation-exportation, mais c'est vrai aussi de l'investissement, quelque chose comme entre 8 et 10 milliards de dollars chaque année. Le Tchad, c'est 180 millions. Tout uranium compris. Le Niger, c'est 140 millions. Le Burkina Faso, c'est 180 millions. Donc, il y a un effet d'échelle. Et donc, en termes de relations économiques, tout ça c'est plutôt raffermi en disant, mais il y a un sujet francophone. Et donc, il faut qu'on travaille sur ce sujet francophone. Encore une fois, si vous prenez la dynamique des pays les plus importants, notamment la Côte d'Ivoire qui est le plus important, et évidemment, si vous parlez Maghreb, en réalité, à ce moment-là, les pays francophones ne sont pas des exceptions à ce raffermissement. Mais ça n'est pas la perception pour des raisons qui sont politiques, qui sont faites de réalités, notamment de l'opinion publique, mais qui sont aussi faites de fake news qui ont beaucoup plus de succès que les faits. Alors, je voulais quand même te demander ton avis, parce que tu n'as pas été que Premier ministre du Bénin, tu es aussi investisseur et, j'allais dire, actif dans la finance internationale. Est-ce que c'est rentable pour toi, qui investis, d'investir en Afrique ? Bon, alors là, je parle devant des gens qui ont investi en Afrique, donc, ou qui sont africains investissant chez eux. D'ailleurs, Marc, il faut quand même rappeler que ce sont les Africains qui investissent en Afrique. Hein. Dans le total des investissements
en Afrique, qui représente un peu plus de 20, ça dépend des années, entre 20 et 25% du PIB du continent. La partie flux direct d'investissement étranger, elle est en moyenne de 4%. Ah oui, pas plus. 4, oui, c'est un sixième. D'accord. Donc soyons clairs, nous avons absolument besoin, pour des raisons qualitatives, d'avoir une diversité d'investissements et donc des investissements étrangers vers le continent. Mais enfin, soyons clairs, l'Afrique est le principal investisseur en Afrique. Je dis ça, c'est tout à fait évident en Tunisie, c'est tout à fait évident au Maroc, ça, mais c'est tout à fait évident au Bénin. Hein. Donc, rappelons quand même cela. Et alors, est-ce que c'est rentable ? Et rappelons comme aussi que, en termes d'épargne de l'extérieur, nous avons des flux d'épargne de nos migrants qui sont aujourd'hui supérieurs aux flux d'aide publique au développement et qui sont déterminants aussi pour la vie des ménages et aussi pour l'immobilier et aussi pour l'entrepreneuriat. Ayant dit ça, donc, ce sont les Africains qui doivent mesurer la rentabilité, autant que les multinationales. Bon, il est très clair que, contrairement à la perception du risque africain, mais je renvoie aux gens du CIAN, je sais qu'il y a Étienne qui a travaillé. Il nous fera la conclusion là-dessus, donc je parle devant lui et sous son contrôle. En réalité, l'Afrique est un des continents les plus rentables. Même si on prend des statistiques qui ferment les yeux sur les surfacturations et quelques évasions qui pourraient améliorer les comptes, en fait, si on rétablit les vrais comptes. Mais enfin, clairement, c'est un des continents, en fait, les plus rentables, et c'est mesuré, par exemple, par la CNUSED, si ça intéresse les gens d'aller vers les données, parce qu'ils comparent des multinationales qui sont partout, et regarde les filiales africaines, parce que là on a toute la documentation, par rapport aux filiales latino-américaines ou asiatiques ou européennes. Bon. Donc là-dessus, il n'y a pas tellement de doute. Et pour les entreprises africaines, il faut bien qu'elles soient rentables, puisqu'elles n'ont pas accès au crédit, à la différence du reste du monde des entreprises. À l'exception du nord de l'Afrique et de l'extrême sud de l'Afrique, il n'y a pas de crédit moyen terme et long terme pour les entreprises africaines. C'est clair, oui. Bon. Et donc, ça veut dire que c'est le continent qui s'autofinance le plus. C'est l'autofinancement qui naît la performance. Il n'y aurait pas une croissance de l'Afrique de 3-4%. Dans des pays comme le mien, maintenant, on est plutôt accroché à 6-7%. Mais il y a pas mal de pays qui ont représenté plus des croissances à 2 chiffres. Et on est grosso modo en Afrique 8 dans les 10 pays qui ont les croissances les plus fortes de l'année 2024. Donc si ceci est possible, étant donné que c'est notre argent que nous investissons et que nous autofinançons, il faut bien que nous soyons le contraire de ce que les gens pensent quand ils pensent en risque africain, y compris les agences de notation, et qui prennent des exemples uniques pour la réalité moyenne de l'Afrique. Il y a évidemment des endroits où il y a des risques politiques, où il y a des risques naturels, où il y a un environnement des affaires qui est mauvais. Ils sont tout à fait l'exception, mais parfois ils sont perçus comme la moyenne africaine. Ça n'est pas la moyenne africaine. Merci Lionel. Alors, j'ai presque posé la même question à un autre chef d'entreprise qui est juste à côté de toi, puisque M. Eken, qui est le président de la Chambre permanente des chambres consulaires d'Afrique, vous êtes aussi chef d'entreprise quand même. Quel est votre secteur, rappelez-nous? C'est bon, il marche. Hein, il marche. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je voudrais d'abord remercier l'AIRF qui nous a invités à cette association et puis la CPCCAF également. Donc, je suis... Donc, vous êtes président de la CPCCAF? Je suis président de la CPCCAF et en même temps président de la Chambre de commerce d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Bon, alors, l'entreprise en elle-même se porte bien, je pense. Oui, parfait. Je suis dans la transformation agro-industrielle et plusieurs autres activités. Voilà.
Très bien. Du côté des chambres consulaires, votre objectif et le défi que vous fixez dans l'espace francophone, quel est ce défi? Alors écoutez, je vais m'attacher à répondre à cette question. Le défi économique est-il convergent? Je vais me permettre d'être réaliste pour une question aussi précise. Nous sommes ici entre nous, dans la francophonie, donc on peut se dire une certaine vérité. La réponse pour moi, c'est non. Il n'y a pas de convergence. Et je vais expliquer cela en deux étapes. D'abord la perception et deuxièmement ce que la CPCCAF propose comme solution. Alors je me suis permis de faire une expérience personnelle. Vous prenez une carte de mappemonde, vous essayez de mettre en point rouge la présence de la France, la présence de la francophonie, et vous atteignez exactement ce que Madame la secrétaire générale venait d'expliquer ici. La France a une position géographique, une position économique, une position dynamique qu'aucune autre puissance n'a dans le monde. Même les 6 premières puissances, que sont les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Inde, le Japon, n'ont pas cette possibilité. Alors on peut se poser la question, pourquoi avec cette situation, la francophonie n'est pas la première puissance mondiale? Elle devrait l'être. Et alors? Alors je m'adresse un peu à la France qui était au XVIIIe siècle la première puissance du monde et qui est aujourd'hui la 7e. Il nous semble qu'il n'y a pas cette convergence économique dont nous demandons. À la CPCCAF, j'explique un peu ce que c'est que la CPCCAF, c'est la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Nous sommes installés dans les mêmes pays que vous, Madame la secrétaire générale, 24 pays, et nous sommes divisés en 6 régions, la région Europe, autour de la France, la région Amérique, autour du Canada, et la zone Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique de l'Est. Nous couvrons ainsi les 24 pays avec 20 en Afrique. Et alors, qu'est-ce que vous faites plus de 8 millions, nous faisons une coopération économique entre ces différentes chambres. Alors, nous avons pensé que pour qu'il y ait une convergence politique, pour qu'on puisse déplacer les lignes, il faut qu'il y ait ce que nous appelons un co-investissement. Qu'à travers tous ces grands pays de la francophonie, qu'il y ait une chaîne de valeur dans les investissements et pouvoir transformer ce que M. le Président Zizou venait de dire ici, toutes les matières premières avec un co-investissement venant de l'Europe. Nous pensons qu'il faut avoir cette coopération verticale et horizontale, transfert de connaissances. Aujourd'hui, M. le Président vient de parler de financement. Il me semble que ce ne soit pas véritablement aujourd'hui cette difficulté qui existe. Je pense qu'il existe des fonds au niveau de l'Afrique et qu'il existe la connaissance au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Nous venons de faire un programme qui s'appelle Archipelago avec l'Union européenne. Nous avons formé plus de 10 500 jeunes en Afrique dans 9 pays. Et en cela, nous avons fait ce qu'on appelle la coopération, les échanges, en amenant les techniciens, les connaissances de l'Europe vers l'Afrique. Pour vous, c'est sur des programmes comme cela qu'il faut continuer à faire perdurer. Archipelago, je crois que c'est fini. Il y en a un autre qui va arriver? Pardon? Il y a un autre programme qui va arriver pour suivre. Oui, il y a le programme de compagnonnage que nous essayons de faire au niveau de la CPCCAF en essayant d'amener les entreprises européennes vers l'Afrique pour échanger avec les jeunes. Donc pour nous, effectivement, il faut qu'il y ait un transfert de connaissances, un co-investissement avec l'Europe et particulièrement avec la France. En essayant, je peux dire qu'après, pendant longtemps, la France, sur le plan économique, a été, je peux dire, fiancée avec les entreprises en Afrique, mais il n'y a pas eu de mariage en tant que tel. Ok, donc vous prenez le mariage, la coopération, le compagnonnage. Quand on a préparé, vous avez dit le mot compagnonnage. J'ai trouvé que c'était un très beau mot. Et honnêtement, c'est peut-être ce qu'il faut effectivement qu'on développe ensemble. Merci, Monsieur le Président. Tarak, bonjour, prends ton micro. Je vous présente Tarak Cherif, qui est président de Connect International, qui est président d'une très belle entreprise, peut-être une des plus belles entreprises tunisiennes. Plusieurs entreprises, oui, bien sûr. Alors, ça marche si tu mets ton micro un peu
près de toi. Bon, la Tunisie, c'est un peu un pilier de la francophonie, hein, parce qu'il y a une histoire entre la France et la Tunisie qui est ancienne. Est-ce qu'elle n'est pas un peu en train de s'user là aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas en train de se distancier? La Tunisie? Oui. Ah, sûrement pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui va vous dire le contraire. Non, la Tunisie est très proche de l'Afrique. Moi, je passe ma vie, j'ai passé ma vie et je continue à le faire en arpentant un peu tous les pays africains à double titre, parce que j'étais, comme vous le savez, président de la Confédération africaine de tennis et membre du Comité olympique international de tennis. Donc, je faisais tous les pays africains, mais je suis le plus grand exportateur de produits industriels sur l'Afrique. Donc, non, la Tunisie est toujours présente. Et d'ailleurs, je confirme ce qui a été dit par M. le Premier ministre. Il y a une grande appétence au niveau des pays africains pour les pays francophones, en tout cas pour les entreprises francophones. Mais le problème, c'est qu'il y a un mindset qui a changé. Et je crois qu'au niveau de l'Europe, en tout cas au niveau de la France, il n'y a pas eu la compréhension que les pays africains aujourd'hui veulent s'industrialiser, veulent avoir des emplois sur place, veulent avoir des investissements sur place. Et ce n'est pas le sentiment que j'ai, ce n'est pas quelque chose qui est compris, ce n'est pas quelque chose qui est en tout cas dans la réalité. Ce qu'on voit, bien au contraire, quand on voit aujourd'hui au niveau des banques françaises un désengagement, permettez-moi de poser la question, il y a quelque chose il y a un problème. En tout cas au niveau des opérateurs économiques, permettez-moi, moi je suis opérateur économique, je ne suis pas politique, donc je dis les choses comme je les vis tous les jours avec mes partenaires. C'est quelque chose qui n'est pas compris. Bien au contraire, aujourd'hui, et je souscris à ce qui a été dit par M. le Premier ministre, au niveau des pays africains, il y a un problème de financement, et en tout cas un problème de financement à long terme, c'est une réalité, parce que nous sommes investisseurs en Afrique, donc je sais de quoi je parle. Et simultanément, vous avez un désengagement d'un certain nombre de banques françaises, y compris en Tunisie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas compris. Alors je pense qu'il y a un effort à faire et il y a une compréhension qui doit être faite. Et l'OIF, puisque je profite de l'occasion, Madame la secrétaire générale est présente, je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il y a quand même plus d'1 millier, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais d'entreprises françaises qui sont implantées déjà en Tunisie. 1600. 1600, ce qui est déjà énorme. Hein. Mais je ne parle pas de la Tunisie. Ouais. Je parle de l'Afrique. Soyons clairs. Donc, je ne suis pas en train de parler de la Tunisie. Donc tu dis c'est finalement que les entreprises françaises ont du retard. Vous, par contre, Tunisiens, vous allez en Afrique en permanence? Moi, j'ai 2 investissements en Afrique. Oui. Donc en fait, c'est à travers vous... 2 usines. C'est à travers vous qu'il faudrait qu'on aille en Afrique? Vous avez un rôle d'intermédiaire, de go-between? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend de la taille des entreprises. Les multinationales, aujourd'hui, à part quelques secteurs, ne sont pas très portés sur l'Afrique, à mon avis. C'est le sentiment que j'ai. Les petites, moyennes entreprises françaises et européennes, oui. Le sont plus. Le sont plus. Parce que bon, il y a une peur qui s'est installée. Généralement, quand il y a un problème dans un pays africain, on généralise pour toute l'Afrique. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc c'est plus le terrain de jeu des PME, PMI quand même, l'Afrique. Oui, beaucoup plus. Et beaucoup plus de partenariats. Moi, je pense, et je le répète, au niveau de l'Afrique, il y a une volonté tout à fait légitime d'avoir des industries pour créer de la valeur, pour avoir des emplois pour les jeunes qui sont en train de former. Et c'est tout à fait normal. Le contraire serait anormal. Si vous regardez aujourd'hui d'autres nationalités d'entreprises qui s'implantent en Afrique, c'est ce qu'elles essaient de donner. D'abord une plus grande proximité, une création de valeur sur place, une création d'emplois, puis bon, une concurrence supplémentaire. Vous n'êtes pas en situation de monopole, bien sûr. Merci Tarak, qui est un vieil ami et qui fait, je
je pense, beaucoup de choses pour la relation franco-tunisienne. Isabelle, bonjour. Isabelle Emonetti, tu es présidente, le président Pankouk parlait des conseillers du commerce extérieur de la France aujourd'hui. Tu es présidente de la Commission Afrique. Alors, il y a combien de conseillers du commerce extérieur dans le monde ? 4500 aujourd'hui. Et en Afrique ? Et 450 en Afrique, environ. Donc 10%. Voilà. C'est pas mal, hein ? Chefs d'entreprise qui participent à l'économie de chacun des pays avec une forte connaissance des pays et qui saisissent beaucoup d'opportunités tout au long de l'année. Tu es une fine observatrice parce que tu connais beaucoup de chefs d'entreprise français implantés en Afrique. On parlait de co-entreprise. On parlait d'industrialisation et de faire un certain nombre de choses. C'est des choses qui évoquent quelque chose pour toi ? L'industrialisation, les co-entreprises, c'est des opportunités qui sont saisies dans les différentes rencontres, comme celle où tu nous invites aujourd'hui. Donc, c'est des opportunités qui, j'espère, vont se créer. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de discuter avec pas mal de délégations et effectivement, ils attendent du concret. Ils attendent pas uniquement de montrer leur pays, mais les opportunités que les pays ont avec des outils fiscaux, des outils de région et des outils parfois de zones où ils peuvent s'implanter et où les industries peuvent s'implanter. Comment toi, en tant que CCE, tu peux contribuer à tout ça ? Alors, en tant que CCE et en tant que Commission Afrique, on accompagne les entreprises françaises ou européennes qui veulent s'installer en Afrique, mais on accompagne aussi les entreprises africaines qui, avec l'attractivité de la France, qui cherchent aussi à venir s'installer en France et en Europe. Donc, on est des liens et on est des humains qui faisons ces liens. Donc, nous ne sommes pas que des instruments, nous sommes aussi tout ce côté granularité humaine que l'on peut mettre à disposition, bénévolement en plus, parce que comme tu le sais, puisque toi-même tu es CCE, Marc, on est bénévole. Donc, on est chef d'entreprise et bénévole. Chef d'entreprise et bénévole. Donc on essaye d'être au plus proche de toutes les problématiques. Donc ça veut dire qu'on peut venir te voir ou venir voir la section des CCE pour dire « Ah, j'aurais besoin d'un coup de main ». Avec plaisir. Au Bénin non, parce que là, il y a le Premier ministre qui est juste là. Alors, Lionel nous connaît bien. Oui, je salue l'action des conseillers du commerce extérieur, notamment au Bénin, où ma fille d'ailleurs était membre, parce qu'elle représentait un peu des industries culturelles et créatives qui, en plus, au Bénin, sont mises en avant en ce moment. Bon. Ouais. Mais en plus, nous allons avec l'OIF en mission dans quelques jours au Bénin et au Togo, avec de nombreux chefs d'entreprise. Et il faut être optimiste parce que, si vous voulez, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Alors, il y a un fleuve de la croissance africaine et de l'industrialisation, ça va très vite. Récemment, je regardais les statistiques de commerce extérieur du Bénin. Et je me disais, je vais trouver la Chine, comme d'habitude, comme partout, en premier, parce que c'est juste le premier importateur-exportateur du monde. Puis ensuite, je vais trouver, je ne sais pas, la France, les États-Unis, etc. Bon, bref. Alors, c'est le Vietnam et le Bangladesh. Pourquoi ? Parce que ça change vite et que la Chine délocalise vers d'autres pays. Il se trouve que le Vietnam a été un des terrains d'une des premières missions économiques. Et il se trouve qu'au Bénin, on a maintenant sans arrêt des demandes et des implantations. Et ils sont des transformateurs de pas mal de nos produits aussi. Donc il faut qu'on devienne tous, si on peut dire, des transformateurs aussi. Qui aurait nommé spontanément dans cette salle, si j'avais demandé qui est le premier partenaire d'un tel pays que le Bénin, qui aurait levé là le doigt pour dire le premier c'est le Vietnam, le deuxième c'est le Bangladesh. Non, mais simplement tout ça évolue très vite. Un jour, il y a des choses qui m'agaçaient légèrement quand j'étais Premier ministre, heureusement je l'ai été très peu de temps. Il y avait des jeunes experts de grandes institutions, pas l'OIF, des plus petites institutions que l'OIF, mais enfin très influentes dans le domaine financier international, qui s'asseyaient devant moi et qui me disaient « Faites un effort quand même, industrialisez-vous ». C'est quand même pas très compliqué.
Vous avez du coton, faites du textile, vous avez de noix de cajou, faites du lait de cajou. Faites un effort. Alors je dis, mais vous êtes de quelle nationalité? Je suis français. Ah, vous êtes français. Et où est-ce que vous avez fait vos études? J'ai un PhD du MIT. Je dis, mais écoutez, mais c'est incroyable, mais vous avez perdu votre temps. Vous venez me raconter un truisme, qu'il faut s'industrialiser si on veut créer des emplois. C'est un truisme, ça ne suppose pas de faire 7 années d'études supérieures, même au MIT. Et par ailleurs, vous êtes français, la contribution à l'industrie dans le PIB, c'est 11%, au Bénin, c'est 14%. Alors si vous voulez, vous me dites comme ça, non, il y a un tissu, il y a un écosystème qui se crée. En Tunisie, c'est frappant, par exemple, des entreprises offshore tout à fait compétitives, d'une ingénierie qui sert beaucoup à l'Afrique subsaharienne. Donc, la transformation, elle est là. Si les banques françaises trouvent qu'à cause de coûts de compliance, il y a un jour un président d'une très très grande banque française qui m'a dit, c'est très simple. Ne sois pas trop long, Lionel, parce oui, qu'on veut... c'est très simple. L'Afrique, c'est 2% de mon bilan. Et c'est 20% de mes emmerdes. Je suis désolé, dans un hémicycle aussi chic d'employer ces mots, mais enfin, c'est quand même comme ça qu'il m'a répondu, si vous voulez. Bon, très bien. Eh bien, ça a un petit avantage, si vous voulez, c'est qu'on le fait avec les gens qui veulent le faire. Donc, on est en train de consolider des institutions financières. À votre avis, qui sont aujourd'hui banques les plus importantes de la zone franc? C'est des entreprises de l'Afrique du Nord, et en fait, c'est 3 banques marocaines. Eh bien, on va faire ça comme ça. Merci. Qualitativement, franchement, ça ne va pas. C'est des francophones, et ça ne va pas nous affaiblir. Merci Lionel, merci à vous 4. Tu veux dire un mot? Alors, juste pour insister sur la diaspora. Moi, je crois qu'il y a un travail gigantesque. Je le fais au titre d'Anima, que j'ai l'honneur de présider. L'année dernière, on a fait les journées nationales de la diaspora africaine au mois de novembre. Cette année aussi, ce sera le 15 novembre à l'ESCP à Paris. Il y a un potentiel énorme au niveau de la diaspora qui a besoin d'être un peu boosté. Soutenu. Boosté, voilà. Donc, merci à tous les 4. Deuxième partie de ce débat. Je demande... Pardon, merci Isabelle. À Papa Amadou Sarr, à Anne-Mine Perrin, à Laurent Gangbès de bien vouloir, et à Paul Massardier, pardon, de bien vouloir venir nous rejoindre. Un béninois en chasse un autre. Assieds-toi. Paul, assieds-toi. Anne-Mine, mets-toi là. Papa Amadou Sarr de l'AFD. Est-il là? Bon, eh ben, il nous rejoindra, Monsieur Sarr, si il arrive en cours de route. Ah! Comment allez-vous? Mettez-vous là. Bon, alors, je vais commencer par vous, puisque vous avez un micro qui est juste sous vous, je crois, ou juste derrière vous. Bon, merci d'être venu. Je ne vous avais pas pu vous saluer jusqu'à maintenant, donc je ne savais pas si vous étiez là. Bon, vous avez un passé, parce que vous avez été ministre, vous êtes d'origine sénégalaise, mais aujourd'hui, vous êtes membre du COMEX de l'AFD, de l'Agence française de développement. On en a parlé tout à l'heure, qui est un acteur un peu important quand même en Afrique, parce que je pense que vous faites pas mal de choses. Vous continuez à en faire beaucoup là aujourd'hui? Toujours. Ça marche. On fait à peu près, de manière globale, à peu près 12 milliards d'euros par an d'engagement dans le monde, et la moitié sur l'Afrique. Et aujourd'hui, avec le dernier conseil présidentiel pour l'investissement que le président Macron a tenu en avril, le 4 avril 2025, la priorité à l'Afrique a été reconfirmée. Les questions liées au développement économique, social et environnemental
avec un soutien accru au secteur privé, parce qu'on sait que l'aide publique au développement est en train de disparaître. La notion de partenariat, le ministre en a parlé tout à l'heure, internationaux, cofinancement, soutien au secteur privé, aux petites et moyennes entreprises. Je suis content de voir mon ami et frère Laurent Gangbès ici, que nous accompagnons, avec qui nous travaillons au Bénin, comme d'autres pays. On y reviendra cet après-midi, pour accompagner les très petites et moyennes entreprises africaines qui constituent l'essentiel, plus de 80% du tissu économique des États africains. Et Lionel en a parlé tout à l'heure. L'accès au crédit, je pensais qu'il jetait quelques pierres à certains grands groupes. J'en fais partie, je le reconnais. C'est difficile souvent de financer les petites et moyennes entreprises, notamment détenues par les femmes. Mais avec l'initiative Choose Africa, dont je parlerai cet après-midi, que le président Macron a mis à la disposition du continent africain, nous accompagnons les entrepreneurs en dette, en garantie, en prise de participation, pour leur permettre d'avoir accès à des marchés et à des chaînes de valeur. Ok, donc en fait, vous renforcez le tissu économique à travers des enquêtes. Enfin, comment vous faites? Parce que pratiquement parlant, vous ne pouvez pas... On fait de la dette, par exemple. L'exemple du Bénin, on travaille avec l'Agence de développement des PME du gouvernement béninois, avec la Caisse des dépôts et de consignation. On met à disposition une enveloppe de 30 millions plus une autre enveloppe de 30 millions, 60 millions d'euros pour leur permettre d'accompagner, de renforcer les capacités, formaliser ces entreprises pour qu'ils puissent payer des impôts et aussi leur donner des crédits d'investissement et de subventions d'accompagnement pour leur permettre de passer à l'échelle, tout simplement. Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai l'impression que vous êtes quand même plutôt tourné vers des pays anglophones actuellement que vers des pays francophones? Pourquoi vous dites ça? Je suis sénégalais. Et je viens de Dakar et on était au Maroc. On finance, je ne dirais pas qu'en priorité, mais la plupart de nos investissements vont d'abord dans les pays francophones. Madame la présidente est là, avec qui on travaille. Secrétaire général, il ne faut pas me mettre en mal avec ma grande sœur Louise. L'AFD est une institution française qui travaille en priorité avec les pays francophones et les institutions francophones. C'est notre ADN. Bien sûr, des prêts importants sont accordés avec des pays anglophones comme l'Afrique du Sud, le Kenya, mais c'est normal parce que c'est la cause de la taille de l'économie de ces pays où il y a des entreprises plus solides, plus fortes qu'en Afrique francophone. Mais quand on ajoute la taille cumulée des investissements que nous faisons sur le continent et ailleurs, la part de l'Afrique francophone est beaucoup plus importante. Merci. Juste à côté, on a Paul Massardier. Alors, je suis très content d'accueillir Paul, parce qu'il est président d'abord d'une entreprise, de la seule entreprise qui est présente dans 54 pays d'Afrique française. Hein, c'est ça? Absolument. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui a fait cette histoire de se développer partout là? C'était une volonté de notre part. La première création, ça a été en 1993, donc maintenant ça fait 32 ans que nous développons sur le continent africain. Nous avons commencé, alors l'entreprise, c'est l'entreprise Mobilitas, présentée d'abord. Nous développons différentes activités. La première activité que nous avons développée, et c'est dans les années 93, c'est le déménagement international. Et puis, très vite, nous sommes passés sur d'autres activités, notamment l'archivage physique numérique, la relocation, l'aide à la mobilité, pour accompagner donc les personnes qui bougent sur ce continent. Et récemment, nous sommes développés sur la partie patrimoniale, la protection et la valorisation du patrimoine. Très bien. Alors, présence partout, est-ce que, parce qu'on parlait tout à l'heure d'industrialisation, d'investissement, est-ce que vous continuez, vous, à investir en Afrique? Parce qu'on entend parler de la Société Générale qui se retire. On a beaucoup daubé sur les banques aujourd'hui. Hein. Vous, en tant qu'entreprise, est-ce que vous continuez, Paul, à investir sur l'Afrique? Alors nous investissons plus que jamais sur l'Afrique. Et c'est vraiment une passion que nous avons de ce continent. Nous l'avons commencé en 93, comme je l'ai dit, plutôt en asset light au départ. Et maintenant, avec le développement du métier de l'archivage physique et numérique entre-temps,
Là, nous investissons sur du foncier. Et nous investissons de façon très importante dans la partie foncière pour développer ces activités. Plus que jamais. Et comme on l'a dit, nous sommes présents dans les 54 pays. Pour l'instant, on ne développait pas toutes les activités que j'ai décrites sur ces 54 pays, mais maintenant, de plus en plus, dans chaque entité, nous retrouvons toutes ces activités, ces 5 activités différentes. Et donc, nous croyons, nous, sur ce continent africain. Je suis aussi conseiller du commerce extérieur de la France. Il y en a beaucoup. Ici, on est fortement représenté. Absolument. Et effectivement, on constate quand même un retrait des entreprises françaises sur ce continent, ce qui est assez déplorable. Je viendrai un peu tout à l'heure sur les forces et faiblesses des entreprises françaises sur ce continent, justement. Mais nous, notre volonté, c'est effectivement de continuer à se développer parce qu'on croit sur ce continent, on croit dans les différents pays, pas simplement sur les pays francophones, évidemment, puisqu'on est dans 54 pays, sur tous les pays anglophones, néerlandophones, lusophones, etc. Donc ça, c'est très important. Et surtout un point extrêmement important, c'est qu'on investit de plus en plus dans les hommes et les femmes africaines. Et depuis maintenant presque de 32 ans, nous avons formé les c'est ça le secret de la réussite. Voilà, c'est une partie de notre réussite, de notre présence sur le continent. C'est que nous formons depuis maintenant 32 ans des personnes africaines, des cadres africaines, notamment beaucoup de femmes africaines, qui maintenant, je peux le dire, à l'instant T, 40% de nos managers sont des Africains. Et 80% des femmes africaines. Si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs français qui sont ici, ce serait lequel pour aller en Afrique? Il faut continuer à s'investir sur le continent africain, c'est clair. Il y a des opportunités très importantes dans tous les domaines, c'est clair. Mais non plus, il ne faut pas y aller comme ça. Il faut avoir les clés. Il faut connaître les clés d'accès dans ces marchés. C'est-à-dire ? Il faut faire attention. Avec qui on traite ? Avec qui on traite, effectivement. Il faut former le personnel, il faut apprendre le personnel. Notamment quand je prends le développement de la protection et la valorisation du patrimoine. Il y a beaucoup de patrimoine en Afrique. Nous avons, nous, en France, l'expertise, la connaissance. Ce que nous faisons, c'est que nous envoyons du personnel pour former le personnel africain pour ensuite développer en Afrique. Et ça, je pense que c'est une façon très importante de se développer dans le futur. Voilà. Merci. Et je voudrais rajouter une chose, c'est que les entreprises françaises en Afrique ne font pas de politique. Les entreprises françaises en Afrique, elles se développent, elles font du business. Et c'est très important, il faut que les autorités africaines reconnaissent ça, que nous, les entreprises, nous sommes là en France, en Afrique, pour se développer, pour faire travailler le personnel africain et faire grandir le personnel africain. Et ça n'a rien à voir avec la politique. C'est très important. Et qui n'a rien à voir avec la politique. Et qui n'a rien à voir avec la politique. Merci Paul. Eh ben, en bonne transition, on parlait de formation, la transition est excellente. Je vous présente Anne-Mine Perrin, qui est présidente de Digital Skills Fabric, ou Foundation, qu'est-ce qu'on dit, Foundation ou Fabric? On est en train de transiter, mais Digital Skills Foundation. Bon, vous avez été plusieurs fois primé dans votre engagement, Anne-Mine. Bon, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien dans la vie, donc ça serait idiot. Alors, on parlait de formation. Vous êtes une entreprise à mission. Et c'est quoi votre mission? Alors, notre mission, au départ, c'est l'inclusion. Et moi, je crois profondément à l'inclusion de tout le monde. D'accord ? Donc, au départ, c'est l'inclusion de tout le monde pour avoir la liberté de choisir son avenir. Alors, ça sonne très bien. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment... C'est les grands mots, je sais. Et on fait ça comment? On forme, donc former pour transformer. D'accord ? On forme des gens. C'est, en fait, le capital humain, aujourd'hui, c'est la façon de développer l'humain, le pays, le PIB, le pays tout court, en fait. Tout le monde a le droit de travailler, ils ont besoin d'emploi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, pour nous, ce qui est important, c'est l'impact.
Donc on travaille à grande échelle. Donc on a un impact à grande échelle avec des pays. On travaille avec plusieurs pays. Et la troisième, c'est qu'on le fait ensemble. Et quand je vous parle ensemble, en fait, je regarde monsieur de l'AFD, mais je regarde également les gouvernements. Nous, aujourd'hui, on travaille main dans la main, ensemble, pour construire quelque chose de pérenne. Et c'est ça surtout, je pense, la clé pour nous, c'est l'inclusion, la pérennité, l'impact, et ensemble. Pour moi, c'est ensemble et on a besoin de le faire. Alors, pour faire ça, si j'ai bien compris, vous avez une plateforme digitale. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle apporte finalement dans cet environnement et c'est quoi? C'est la massification? Qu'est-ce qu'elle apporte? Oui, je pense. Alors, je veux juste revenir, je veux venir sur une chose sur le digital, en fait, en Afrique, parce que c'est une opportunité qui est énorme, qui est à la fois pour la formation des gens, d'accord? Et nous, on travaille à l'échelle. Et je prends l'exemple sur le Rwanda, parce qu'on travaille beaucoup au Rwanda. On forme actuellement 120 000 étudiants et 15 000 profs pour la transition du numérique. D'accord? Et en fait, cette plateforme nous permet, avec le gouvernement ensemble, d'avoir une approche d'intégration dans un système global pour faire en sorte que tout le monde a accès à cette numérique. Et donc, c'est dans les écoles aujourd'hui, c'est avec les professeurs et tout ça. Pourquoi, en fait, à l'échelle? Parce que même si aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on adore avoir son prof privé, on n'a pas assez de profs dans le monde. Donc, on n'a pas assez de gens qui parlent le français. On n'a surtout pas assez de gens qui parlent ou qui parlent la technologie, qui sont vraiment experts là-dedans. Et il y a certaines choses, surtout la base numérique, que tout le monde a besoin d'avoir aujourd'hui. On peut l'enseigner en digital. Parce que, mine de rien, le monde aujourd'hui est en train de se digitaliser. Et par les smartphones, par les tablettes, par plein de choses, ça arrive. Merci Anne-Maï. Donc bon développement parce que si j'ai bien compris, le prochain enjeu c'est la francophonie, quoi. C'est le monde francophone. Oui, je pense que pour nous c'est la prochaine étape, c'est la francophonie. Également donc francophonie dans toute sa globalité africaine parce qu'on est très présent en Afrique, mais aussi le Cambodge et le Vietnam par exemple où aujourd'hui on développe. Je pense que la francophonie a vraiment, comme je pense tout le monde a dit ici, on a quelque chose de tous ensemble à faire un changement dans le monde. Il y a deux choses. On parle de la data et de la souveraineté de data. Je vais prendre un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on a deux systèmes aujourd'hui dans le monde. Un premier système, c'est la base des anglo-saxons. D'accord? Donc le Google, les GAFA, etc. Et donc votre data, donc vos données, sont en commodité. On les vend, on les achète, comme vous voulez. Ça, c'est une première chose. Vous n'avez pas trop le choix. Et la deuxième, c'est, on va dire, le modèle de la Chine, qu'aujourd'hui est utilisé pour la gouvernance du pays. Après, on peut discuter sur ce qu'on en fait, c'est autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, en Europe, mais aussi en Afrique, on a besoin de choisir ce qu'on veut faire de nos data et quel est le modèle de valeur et quel est le modèle de société qu'on a envie de mettre en place. Et ça, c'est par rapport à nos valeurs. Et donc, nos valeurs européennes sont déjà assez proches avec l'Afrique. Je me considère là-dedans. Et pour l'Afrique, elle a des valeurs extraordinaires qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, qui n'ont rien à voir avec la Chine, mais qui sont propres à eux. Et donc, pour ça, il faut former. Il faut qu'on construise notre propre modèle. Notre propre modèle, ce qui est bien pour nos sociétés et qui nous fait du bien. Et ce qu'on a envie de prôner comme valeur. Merci Anne-Maï. Je vais donner la parole maintenant à Laurent Gangbès. Laurent, merci de ton implication ici, parce que je crois qu'il est allumé normalement, non? Non, alors tu l'as peut-être éteint, voilà. Encore une fois, et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un retour inversé, en fait. Parce que tu connais bien le monde de l'entreprise ici au Bénin. Quels sont, à ton avis, les défis pour toi de la francophonie vue du Bénin? Alors, bonjour à toutes et à tous. Un spécial bonjour au secrétaire général de l'OIF, que j'ai connu lorsqu'elle était dans d'autres fonctions, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Merci de votre présence à toutes et à tous. Je suis le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Bénin.
Et pour moi, la francophonie doit nous permettre, nous partageons une même langue, nous partageons, je pense, des valeurs. Et je pense que la francophonie, d'un point de vue économique, doit permettre à l'ensemble des acteurs économiques de nos pays de pouvoir travailler à chacun à développer son activité, c'est-à-dire nous devons considérer que nous sommes dans un bloc, dans une approche qui nous différencie en fait des autres blocs. Et comme l'a dit un panéliste tout à l'heure, le monde est en train de changer sous nos yeux. Et nous voyons émerger en fait une sorte de démondialisation et une sorte de suspicion et de repli sur soi. La francophonie doit nous permettre, au contraire, d'affirmer notre croyance que la culture, la langue peut rapprocher les peuples et rapprocher les économies. Et moi, j'en suis complètement persuadé, même si parfois les discours ne permettent pas de passer aux actes. Je voudrais, Marc, si tu le permets, faire état en fait d'une anecdote. Nous sommes tous de la grande famille francophone. Nous travaillons tous pour le développement de nos économies. Nous travaillons tous pour le développement de nos entreprises. Et pourtant, ça a été un parcours du combattant de faire venir des PME qui ont pignon sur rue dans nos pays pour les faire venir ici. Pourtant, nous prenons ce discours d'intégration économique, de développement des PME, et l'AFD, avec laquelle nous travaillons de manière très forte au Bénin, et qui sont vraiment des partenaires qui nous accompagnent au quotidien, nous accompagnent également dans le cadre en fait de ce fora. Mais nous avons eu du mal, avec des entreprises accompagnées par l'AFD, à les faire venir ici. Et pourtant, on parle de francophonie. Vous voyez, cette contradiction dans les faits est ressentie par les peuples, est ressentie par le tissu économique. Et nous perdons de la crédibilité dans tout ce que nous pouvons dire, alors même que nous travaillons, je pense, pour le même objet, c'est-à-dire de la croissance partagée, du bénéfice partagé pour nos entreprises et surtout pour nos peuples. On a pas mal parlé d'industrialisation. Je pense que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur, Laurent, parce que je ne vois pas trop comment on peut faire du développement économique dans un pays s'il n'y a pas un minimum d'investissement et d'industrialisation du pays. Pourtant, j'ai l'impression qu'au Bénin, on écoutait Lionel tout à l'heure, c'est quand même pas tout à fait le monde francophone qui investit. Non, justement, voilà une autre contradiction. Le Bénin s'est engagé dans une réforme structurelle de son économie. Nous étions en fait un pays où nous produisions, premier pays producteur de coton, deuxième pays producteur de noix de cajou, un pays important dans la production de karité, pays stratégique entre tout cet ensemble. C'est une porte d'entrée en fait vers l'Afrique subsaharienne, avec le géant du Nigeria, 250 millions à côté, et tous les pays. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de frontière. La frontière n'est que sur les cartes. Mais concrètement, les peuples sont des deux côtés en fait des différentes frontières. Donc le Bénin est une plateforme. Et nous nous sommes engagés en fait depuis 2016, depuis l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, nous sommes engagés en fait dans une restructuration complète de notre économie. Nous voulons limiter en fait l'aspect commerce et surtout développer l'industrie. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons une vaste zone d'industrie de 10 000 hectares. Mais dans cette zone, nous accueillons, et dans cette zone, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, il n'y a strictement rien. C'est une free zone. Ce que nous recherchons dans cette zone, c'est le transfert de compétences, c'est de l'emploi pour nos jeunes, et nous n'avons aucune entreprise française installée.
Aucune. Nous avons des demandes du Vietnam. Nous avons des demandes de l'Inde. Nous avons des demandes de la Chine. Mais tu vas en avoir aujourd'hui. Mais j'espère bien. J'espère bien. Et à chaque fois que je suis dans un fora, j'insiste sur le fait qu'aucune entreprise française n'a souhaité s'installer dans la zone industrielle de Glodjikwe. Et donc, pour nous, lorsqu'on parle de francophonie, je me dis déjà, à ce niveau-là, il y a une difficulté. Et pourtant, les mêmes entreprises françaises sont en Chine, sont installées en Chine, sont installées en fait dans d'autres pays, alors qu'elles ont la possibilité à 6 heures de Paris de pouvoir s'installer et développer en fait une industrie. Nous avons des entreprises tunisiennes qui s'installent dans notre pays. Et nous bénéficions également de l'expertise technique en fait des Tunisiens, parce que beaucoup de boîtes de consultants tunisiens travaillent aujourd'hui dans notre pays. Ça, c'est un appel au peuple. Hein. Donc maintenant, vous le savez. Merci, merci à vous quatre. Vous restez assis. Je vais demander à Étienne Giros de bien vouloir nous apporter la conclusion de ce colloque. Étienne, tu es le président du CIAN. On a parlé de toi tout à l'heure. Tiens, viens à côté de moi là. Président du CIAN, vous vous connaissez tous en fait, parce que Étienne il connaît tout le monde, hein, c'est incroyable. Alors Étienne, il vient d'écrire un livre qui s'appelle ah bah c'est gentil. 54 nuances d'Afrique. Voilà, il est là. D'ailleurs, il le dédicacera tout à l'heure. Il nous fait l'amitié, pour ceux qui le veulent, de le dédicacer tout à l'heure. Alors, Étienne, je t'ai demandé quelque chose un peu compliqué, c'est-à-dire en fait d'être le rapporteur un peu de tout ça. Et de nous faire une espèce d'aspect conclusif en nous... Ah bah, tu veux te mettre à... Allez. Mets-toi... J'ai me levier parce que, comme ça, vous me voyez mieux et surtout, moi, je vous vois mieux. Bonjour à tous, Madame la Secrétaire Générale, chers amis. Donc, effectivement, Marc m'a confié une mission, c'est d'être le rapporteur ou de tirer les conclusions de cette matinée. Alors, c'est une difficulté et un avantage. La difficulté, c'est qu'on risque de répéter tout ce qui a été dit. Comme je suis en gros d'accord avec tout ce qui a été dit, je ne le ferai pas. Et l'avantage, c'est que, du coup, je me sens libre de dire ce que j'ai envie de dire. Et je voudrais donc partager avec vous une ou deux idées relatives à la relation entre l'Europe et la France en particulier, et l'Afrique au plan économique, et notamment dans leur relation avec les entreprises. Nous vivons en ce moment un bouleversement géostratégique très important avec l'arrivée de Trump, j'allais dire, et de sa bande, mais Trump et de son équipe, qui bouscule sérieusement les relations géostratégiques et économiques entre les différents continents. Et ça, évidemment, ça concerne l'Afrique, même si ça n'est pas toujours au premier rang, à commencer par exemple par la décision de cette nuit où il y a 12 pays dont les ressortissants ne peuvent plus entrer aux États-Unis, et il y en a 6 qui proviennent d'Afrique dans ces 12-là. Vous pouvez voir la liste. Et donc, tout ça, ça bouge. Alors, il me semble que la relation entre les entreprises françaises et les économies africaines, parmi d'autres, elles ont aujourd'hui à faire face à deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a une impression de retrait français et de retrait des entreprises françaises de l'Afrique. Ouvrez les journaux, écoutez les débats. Et d'ailleurs, ça a été dit ce matin, une ou deux fois, les Français et les entreprises françaises se retirent d'Afrique. Vous me permettrez de me positionner en faux sur cette affirmation et de vous rappeler quelques chiffres de base que j'ai eu l'occasion de rappeler fréquemment, mais il faut les marteler. Il y a 5000 entreprises françaises ou entités françaises qui opèrent en Afrique, sur tout le continent, qui emploient 700 000 Africains en direct, sans parler des sous-traitants et de le reste, et qui réalisent un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros. Ce chiffre d'affaires est supérieur à celui que la France réalise avec les États-Unis ou avec la Chine. Donc, comme retrait, on a vu pire. Nous sommes en face d'un phénomène de l'arbre qui cache la forêt. Il a été rappelé tout à l'heure qu'un certain nombre de banques, enfin deux en l'occurrence, françaises, sont en train d'opérer un retrait d'Afrique. C'est exact. Et tout le monde ne parle que de ça. Et donc ça devient un préjugé, une idée reçue. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour contrer les préjugés.
N'oubliez pas ce que disait Honoré de Balzac, les préjugés sont l'arme des ignorants. Donc comme nous ne sommes pas des ignorants, il ne faut pas écouter les préjugés. Et il faut regarder la réalité des choses pour analyser la situation. Donc, cette impression du retrait français, nous avons quand même à faire face à ça. Et moi, je suis confronté à ça tous les jours en tant que président du CIAN, mais vous aussi dans vos activités. Donc il ne faut pas laisser perdurer cette idée. Elle est inexacte. Deuxième phénomène, nous sommes confrontés de plus en plus, et ça c'est un petit peu un signal faible, ça n'est pas visible tous les jours dans nos activités, mais nous sommes confrontés à un changement de la direction des relations de l'Afrique avec le monde. L'Afrique, elle est en train de passer, un peu sur le long terme, du bilatéralisme, qui était en gros la relation essentiellement tournée vers l'Europe et vers les anciennes puissances coloniales, à une relation totalement multinationale. Et ça s'appelle le Sud global, ça s'appelle les BRICS, ça s'appelle la moitié des pays africains qui ne votent pas avec l'Occident pour les sanctions sur la Russie, ça s'appelle l'arrivée des acteurs chinois, turcs et émiratis, et ça s'appelle une menace qui est devant nous, entreprises françaises et partenariats avec les Africains, qui est que si les opérations douanières de Trump perdurent, ce qui n'est pas certain, mais si elles perdurent, il y a gros à parier que les entreprises chinoises et l'économie chinoise cherchera de nouveaux débouchés. Où est-ce qu'ils vont aller les chercher? Entre autres, en Afrique. Et donc, il faut se préparer à ça. Et ce n'est pas en restant inerte, en ayant peur, qu'on le fera. Et donc, cette remise en cause de la relation privilégiée avec l'Europe, d'une part, l'arrivée de nouveaux acteurs, d'autre part, fait que c'est un phénomène qui doit nous interpeller. Alors, en face de ça, que faire? Vous imaginez que la réponse, elle est facile à donner. Il faut aller de l'avant, avoir confiance, dominer nos peurs et investir. Et pour ça, je vous propose, parmi d'autres, 2 méthodes. La première, c'est de développer l'atout de la francophonie. On m'interroge souvent pour savoir s'il y a une économie francophone. Je répondrai non. Parce que l'économie, c'est l'économie. Un bilan, c'est un bilan. Un investissement, c'est un investissement. Il faut avoir de la rentabilité dans les usines, etc. Il faut gagner les parts de marché, que ce soit francophone ou pas. Mais en revanche, la francophonie, c'est un atout et un avantage. La même langue, est-ce que c'est la peine d'expliquer qu'il est quand même plus facile d'avoir des relations et de signer un contrat avec des gens qui parlent votre langue que ce n'est pas le cas, même si on se débrouille. La deuxième chose, c'est une culture commune. C'est très important. On est à l'aise, on est entre nous. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a la réunion des patronats francophones à la fin de ce mois à Brazzaville, où je serai avec sans doute certains d'entre vous. Et tout ça, ça crée un état d'esprit positif. Et puis enfin, il y a le plus important, la proximité. Nous sommes ensemble dans la francophonie. Et donc, c'est là qu'il faut aller. Les Anglais, ils ont fait la Commonwealth dans le temps. Bon, ben maintenant, développons cette notion de francophonie par la proximité. Et puis la deuxième méthode, c'est évidemment, que je vous propose parmi d'autres, c'est de renforcer les partenariats. On ne réussira pas si on ne fait pas des partenariats entre Européens et Africains, entreprises, et Français et Africains. Je dis toujours aux entreprises, n'allez pas seuls. Trouvez des partenaires. Faites-les entrer au capital, passez des accords commerciaux, passez des accords de représentation, des accords techniques, comme vous voulez, des sous-traitants, peu importe la forme. Mais travaillez avec des équipes locales. D'abord parce que ça vous aidera, ça vous évitera des erreurs. Deuxièmement, ça crée de la valeur sur place. Et puis troisièmement, c'est vertueux parce que ça va développer les affaires. Donc les partenariats, c'est très important. Donc ça se passe par des contrats, par des financements aussi. On a évoqué ce sujet tout à l'heure, mais c'est un sujet qui perdure. Et par l'investissement des entreprises. Voilà la deuxième méthode que je suggère. Alors tout ça, et j'en ai terminé mon cher Marc, tout ça ne nous exonère pas de faire face aux problèmes qui perdurent, qui sont les difficultés de se financer, les difficultés de gouvernance, une administration plus efficace, la lutte contre la corruption, les questions de RSE et de conformité, ça perdure, et enfin les questions de sécurité.
C'était là il y a 5 ans, c'était là il y a 10 ans, c'est là maintenant, et je vous dis que ce sera là dans 5 ans. Donc, la situation à laquelle nous avons à faire face aujourd'hui, elle n'est pas marquée par ça. Elle est marquée plutôt par les choses que je vous ai dites au début. Alors, c'est le momentum qui doit nous permettre de faire ça. Et ce que je conclurai sur cette phrase-là, nous ne pourrons le faire que si nous sommes ensemble et que nous plaidons la même chose. C'est donc un état d'esprit. Les entreprises, elles savent ce qu'il faut faire pour réussir l'investissement. En revanche, elles ne pourront le réussir que s'il y a de l'envie. Et l'envie, il faut dominer nos peurs et notre ressenti du risque. Ce n'est pas moi tout seul qui vais convaincre les gens, on le fera tous ensemble. On est ici, dans ce forum, à mon avis, c'est notre job en commun à faire. Merci bien. Ça va.